C'est un rêve pour nous de démarrer cette unité parce que nous avons été retardés par la Covid-19 et malheureusement nous ne l'avons pas meublé, mais on assure quand même la consultation en mémoire et nous assurons un peu la formation des aidants. Mais j'aimerais justement profiter de ça, comme c'est la première unité, pour faire de la stimulation cognitive et aider les patients et surtout soulager les aidants. Parce que très souvent, dans la maladie d'Alzheimer, c'est toujours la même personne qui accompagne le malade et c'est l'accompagnateur qui finit par déprimer. Vous savez qu'au stade évolué, le malade d'Alzheimer est anosognosique, donc il n'est même pas conscient des troubles et c'est l'aidant principal qui en souffre. Et je vous remercie. Voilà. Merci professeur Amalou pour votre excellente présentation intéressante. Oui. J'appelle les autres orateurs pour répondre aux questions. L'assistance, hein? Une question, oui, d'accord. Est-ce qu'il y a une question parmi les... Oui, monsieur, allez-y. Pour la première communication concernant la sclérose en plaques, une question. Merci bien, cher docteur, pour ces présentations assez précieuses. J'aimerais poser ma question pour le professeur Dreher. Merci bien d'ailleurs. Pour la sclérose en plaques, notre souci, c'est toujours les poussées. Et j'aimerais poser la question, est-ce qu'il y a un calendrier vaccinal saisonnier ou périodique pour ces malades souffrant de sclérose en plaques? Alors, c'est-à-dire pour vous parler des poussées, c'est ça. Généralement, donc, bien sûr, durant la période du Covid, il y avait toujours des difficultés de prise en charge pour les patients, mais lorsque le patient présente une poussée, on est dans l'obligation de traiter. Donc, le calendrier vaccinal pour le traitement des poussées n'existe pas. Cependant, actuellement, pour les traitements de fond et surtout pour les traitements de haute efficacité, actuellement, on est dans l'obligation de faire des vaccinations afin d'assurer après une bonne prise en charge et un suivi, surtout pour ces traitements qui entraînent une déplétion des lymphocytes. Voilà. Je suis là, madame. Question pour le professeur Dreher. Malheureusement, le temps est très court pour que vous puissiez développer certaines formes de la maladie de la sclérose en plaques. À travers vos planches, j'ai retenu la forme dite évolutive primaire. Bon, là, votre expérience, c'est la forme progressive. Est-ce que dans votre expérience, beaucoup de malades ont présenté cette forme? En littérature, il y a 20% de malades qui sont atteints de cette forme. Là, le pronostic, à mon avis, est-ce qu'il est engagé? Est-ce qu'il est un mauvais pronostic parce que les lésions ont déjà été installées dans le temps? C'est temporal et spatial, c'est des lésions évoluées. Est-ce que c'est irréversible? Et votre attitude envers ces cas? Alors, les formes évolutives de la sclérose en plaques, parce que j'ai pas eu le temps, c'était malheureusement, il y avait un problème technique qui m'a empiété, qui a empiété sur le temps de la présentation. La sclérose en plaques, donc là, ce que j'ai présenté, c'est surtout l'ancienne classification des formes cliniques de la sclérose en plaques. Donc au début, on parlait des formes rémittantes récurrentes, donc on a 3 formes. La forme rémittante récurrente qui représente 85% des formes cliniques de la maladie. Et la majorité des patients qui débutent leur maladie par une forme rémittante récurrente évolue dans le temps vers une forme secondairement progressive. Donc, et là, le temps d'évolution, généralement, ce qu'on a observé, moi j'ai fait un petit peu une étude pronostique, et on a observé que nos patients ont une forme sévère, c'est-à-dire il y a rapidement l'évolution vers
l'handicap. Et rapidement, c'est des patients qui évoluent vers les formes secondairement progressives. Et on a la troisième forme qui est la forme progressive primaire. Heureusement que cette forme progressive primaire ne représente que 15% des formes cliniques de la maladie. Cette forme progressive primaire, donc, on peut la diviser en deux types. Soit une forme progressive primaire sans poussée, ou soit une forme progressive primaire sur laquelle va surrajouter bien sûr des poussées. Alors en ce qui concerne le pronostic, bien sûr, avant on disait que c'est ça l'objectif. Maintenant, pourquoi on essaye de présenter ces affections, moi et mes confrères neurologues, parce que avant, on n'en voyait pas, peut-être parce qu'on n'avait pas assez de moyens de diagnostic de la maladie. Mais maintenant, on en voit beaucoup, des jeunes patientes, et particulièrement femmes, qui ont la sclérose en plaques. Alors, et là, ce qui est très important, c'est de traiter précocement. Peut-être qu'avant, les pronostics, et surtout, on dit pronostic parce que c'est l'évolution. C'est des malades qui deviennent, c'est une maladie handicapante. Mais est-ce que réellement, donc certes que moi et la majorité, il y a des études maghrébines qui ont été réalisées, ils ont trouvé que les formes maghrébines, c'est des formes de mauvais pronostic. C'est-à-dire rapidement les malades passent, ils deviennent handicapés. Mais maintenant, puisqu'on a l'arsenal thérapeutique, l'objectif c'est quoi? C'est de faire le diagnostic précoce et traiter précocement. Mais pour les lésions, généralement, si on a une inflammation, on peut avoir donc la disparition de l'inflammation. Cependant, si on a une démyélinisation, parfois on peut avoir, d'ailleurs les patients qui récupèrent, soit qu'ils ont une inflammation, une démyélinisation, mais avait un phénomène de remyélinisation. Et d'ailleurs, c'est ça l'objectif actuel de la recherche, c'est avoir des moyens thérapeutiques pour traiter cette démyélinisation, c'est-à-dire faire de la remyélinisation. Donc on peut débattre toute la journée et c'est vraiment des sujets très intéressants. Donc, oui. Oui, j'aurais une question. Est-ce qu'il y a des moyens pour prévenir les poussées ? Non, malheureusement, il n'y a pas de moyen pour prévenir les poussées, sauf maintenant chez la femme enceinte, puisqu'on observe que la majorité, donc cette affection, un tiers des patients diminue, donc la fréquence des poussées diminue chez un tiers des patients enceintes. Donc c'est pour cela que chez la femme enceinte, si elle a fait beaucoup de poussées avant la grossesse, et après il y avait une diminution, c'est un signe de mauvais pronostic. À ce moment-là, il faut intervenir rapidement après la grossesse et on peut traiter. Mais ça reste toujours un sujet, c'est-à-dire un sujet débattu. Pourquoi? Parce qu'il y a certains qui sont pour le traitement après, c'est-à-dire après l'accouchement. Il y en a d'autres qui disent non. Pourquoi? Parce qu'il y a maintenant également que l'allaitement exclusif peut être un facteur protecteur des poussées. Voilà. Mais pour oui, quoi? Oui, c'est ça. Mais non. Mais généralement, c'est la chaleur, elle aggrave. Mais parfois, elle peut aggraver certains symptômes. Mais il n'y a pas quelque chose pour prévenir réellement la poussée. Voilà. Merci. Merci, professeur. Donc, on passe pour le professeur Belmahjoub. Deux questions pour professeur Belmahjoub. Merci beaucoup pour votre excellente présentation, professeur, et merci à tous les intervenants pour le bon travail qui a été présenté. J'ai une question pratique. Vous avez parlé pour la maladie de Parkinson, la bonne réponse au L-DOPA. Et vous avez dit que même on peut y aller jusqu'à 5 comprimés. Comment peut-on savoir que le patient a un nouveau patient, qu'il a une bonne réponse alors qu'on n'a pas atteint encore les 5 comprimés? Donc c'est intrigué un petit peu.
Parce qu'on peut y aller jusqu'à 5. En général, on travaille avec 1 ou les 2 comprimés sur le plan pratique, parce qu'on ne sait pas comment classer ce patient-là. Un bon répondeur ou non? Non, 1 ou 2 comprimés, c'est une mauvaise conduite à tenir. Un parkinsonien, lorsque vous commencez, j'ai dit, supposons que le sujet, il a plus de 70 ans. Vous instaurez plutôt d'emblée la L-Dopa. La L-Dopa, ici en Algérie, on a des comprimés à 100 mg et des comprimés à 250 mg. Plus de 70 ans, évitez de donner les agonistes. Pourquoi les agonistes? Parce qu'ils peuvent donner des troubles psychiatriques à ces patients. Donc, j'ai dit 5 comprimés. Au début, vous n'allez pas commencer par 5 comprimés. Vous commencez par 3 comprimés. Vous commencez par exemple 100, un demi-comprimé 3 fois par jour. Avant les repas, 8h, midi, 16h. Et vous voyez, vous contrôlez votre malade. Je fais comme ça moi. Je fais comme ça. Un sujet 72 ans par exemple, je donne un demi 3 fois. Et ensuite, je le revois dans un mois. Et je vous ai dit, il y a un score. Je score le malade avant le traitement et après le traitement. Et je vois, parce que je ne me contente pas, le malade il me dit, bon, je suis bien. Le malade, surtout les troubles non moteurs, il ne va pas te rapporter qu'il ne dort pas bien. Bon, ça, il peut te le dire, bien des troubles du comportement pendant le sommeil. Hein? Oui. Oui. Le score, tu le fais pour évaluer la qualité de réponse et aussi la progression de la maladie. Est-ce que la maladie progresse ou non? Deuxièmement, un malade avec par exemple 3 comprimés par jour de L-Dopa, il peut rester jusqu'à 2 ans, 3 ans. Il est bien, il est autonome, il assure ses fonctions correctement. Ensuite, vous voyez, par exemple, 3 comprimés, ça ne suffit pas. Vous pouvez passer à 4 comprimés. Ça peut aussi aller jusqu'à... Je dis ça, mais vous pouvez aller, par exemple, les comprimés de 250, un demi, 4 fois. Et vous voyez, chaque cas est un cas. Donc actuellement, on parle de maladie de Parkinson personnalisée. Par exemple, vous avez un malade qui répond bien à 100 mg, d'autres non. Voilà. Ensuite, 5 ans, 6 ans après, vous passez à 5 prises. Par exemple, à 8 h, à 11 h, à 14 h, à 17 h et à 20 h. Bon, il y a d'autres médicaments. Moi, je parle uniquement des médicaments qui sont disponibles. Par exemple, si le malade a le moyen, moi, je lui propose des formes à libération prolongée. Des formes à libération rapide. Par exemple, le matin, lorsqu'il se réveille, il dit, je ne peux pas aller faire la prière le matin, je lui donne des comprimés dispersibles à libération rapide. C'est comme, par exemple, quand les voitures, ils aiment dire starter, le comprimé, c'est comme un starter. Voilà. Moi, j'ai dit la prise 5, 2, 1, c'est-à-dire de passer de traitement de première ligne à deuxième ligne. C'est quand tu vas proposer ton malade à la chirurgie. Voilà. Lorsque le malade il a 5 prises avec 2 heures de période off, c'est-à-dire il n'est pas bien, et 1 heure de dyskinésie, il faut proposer le malade à la chirurgie. Et aussi, il n'a pas de signe axiaux. Il ne faut pas proposer un malade qui a des signes axiaux à la chirurgie, parce que ça sera un échec. Un échec de 1 milliard. Ça coûte 1 milliard. Professeur Bilmehjoub, je voulais vous poser une question concernant l'Alzheimer. On parle d'un traitement par puce. C'est quoi la puce? Parkinson. Parkinson plutôt, oui. Parkinson, c'est la stimulation cérébrale. Ah, d'accord. La stimulation cérébrale, c'est quoi? Elle consiste à implanter les électrodes des 2 côtés, au niveau du noyau sous-thalamique. Et vous placez une puce à ce niveau-là. Et elle est reliée à ces électrodes. Et vous allez régler les paramètres électriques au niveau de cette puce. Voilà. Donc c'est ça la puce. Voilà. D'accord, merci. Oui. Oui. Oui.
Attendez, on vous donne le micro. Ah, je me suis emporté, je m'excuse parce que... Non, j'ai dit que voilà, le précurseur de cette technique de stimulation, comme l'explique très bien notre cher maître, appartient au professeur d'origine algérienne et de mère française, Louis Halim Ben Abid, que j'ai eu le grand plaisir de connaître et de côtoyer. Donc, ne serait-ce que citer son nom, c'est un hommage. Il est à la retraite qu'on lui rend. Voilà. Mais, monsieur, merci pour la remarque. Mais la discussion fait partie de ce que j'ai présenté. Ah, d'accord. Vas-y. Professeur Belmahjoub, est-ce qu'il y a une différence dans les troubles cognitifs entre le parkinsonien et l'Alzheimer? Très bien. Vous pouvez répondre tous les deux. Il y a une différence. Il y a une différence. C'est une très très bonne question. Comme l'a expliqué ma collègue professeur Amalou, la démence de la maladie d'Alzheimer, c'est cortical. La démence, ou plutôt les troubles cognitifs dans la maladie de Parkinson, c'est sous-cortical. Et la différence, elle a bien expliqué tout à l'heure, en pratique, dans la maladie de Parkinson, c'est-à-dire si vous lui donnez les 3 mots, par exemple, qu'elle a dit citron, clé et quoi? Ballon. S'il oublie, vous lui faites un indissage. L'indissage, le parkinsonien, il se rappelle. Alors que l'Alzheimer ne se rappelle pas. C'est ça la différence. La photo, ou bien par exemple, vous lui dites banane c'est quoi? Il va vous dire c'est un fruit. Tulipe c'est quoi? C'est une fleur, etc. L'indissage, c'est ça, vous voyez. Voilà. Tulipe, c'est une fleur. Voilà. Donc, oui. La maladie de Parkinson, il y a des troubles. Il y a des maladies trémo-achinitorogides et des formes achinitorogides. Trémo-achinitorogides, c'est 80%. Achinitorogides, il y a uniquement... C'est comme vous avez vu la malade qu'on a stimulée. On a fait l'acte chirurgical. C'est une forme achinitorogique, c'est-à-dire elle est raide, guindée, attitude guindée, comme ça. Elle ne trompe pas. Donc on passe à la dernière communication de professeur Amalou sur la maladie d'Alzheimer. Si vous aurez des questions, Voilà, c'est la maladie du siècle, je pense. C'est pour ça. Très bien. Tu vas probablement te reconnaître dans ma question. Professeur Amalou, je félicite un petit peu votre propos, votre topo. Il était vraiment impeccable, excellent. Merci. Et je retiendrai beaucoup de choses. Encore, j'ai retenu. Seulement, il y a une question que je voudrais vous poser, parce que vous avez parlé des inhibiteurs de la cholinéstérase. Hein, on a un seul produit qu'on utilise à titre préventif. Quelle est, selon vous, votre expérience, la place des oméga-3, donc des acides gras polyinsaturés? Il y a certaines écoles qui parlent d'une association qui serait intéressante vu l'intérêt de ces oméga-3 dans la... dans la maladie d'Alzheimer, vous savez très bien qu'il n'y a pas d'étiologie. Donc nous avons, c'est une maladie multifactorielle et essentiellement les facteurs vasculaires. Et moi, je suis pour les oméga-3 que j'associe dans mes ordonnances. Il y a toujours un oméga-3 associé à un anticholinéstérasique. Parce que ce ne sont pas tous les patients qui sont candidats aux anticholinéstérasiques. Je vous ai dit, au stade évolué de la maladie, lorsque le processus est enclenché, ça ne sert à rien. C'est des traitements qui vont nous permettre de retarder la perte d'autonomie. Donc il faut les donner précocement. C'est pour ça que je vais me réitérer. Le dépistage précoce est très important. Il faut dépister les patients avec des troubles cognitifs précocement, avec tous les facteurs de risque vasculaire. Ces patients-là, on peut leur proposer des oméga-3, de la stimulation, il y a des moyens, le régime méditerranéen, le fameux régime méditerranéen, et voilà, le mind, et l'activité physique. Et bien sûr, ce qui est important, pour moi,
hein, selon mon expérience, que les traitements ne suffisent pas. Il faut associer les traitements médicamenteux et non médicamenteux. Et j'ai constaté que les patients qui étaient très bien entourés, l'entourage familial, c'était des patients qui évoluaient gentiment. Les patients qui étaient isolés, qui se retrouvaient seuls, ils évoluaient rapidement. Donc moi, pour revenir sur votre question, les oméga 3, oui, je suis pour, moi. Au contraire, pardon ? Je vous donnez ce que vous voulez. Moi, je donne aussi des antioxydants, la vitamine E, je donne du magnésium, je vais fort avec les antioxydants. Ah oui. Et puis, bien sûr, on fait des bilans systématiques, c'est le dosage de la vitamine D, parce que dans les MCI, c'est-à-dire les troubles cognitifs légers, sans déficit cognitif, on a dosé la vitamine D, on a constaté qu'il y avait un déficit très important qui pouvait être à l'origine des troubles cognitifs légers. Donc, il faut y penser. Hein. Je vous dis, des troubles cognitifs légers, n'hésitez pas à doser la vitamine B12, B9, vitamine D et la TSH. Voilà. Voilà. Merci. C'est un défaut génétique, je pense. Hein. C'est génétique plus qu'autre chose. Ouais. Parce que c'est un pays ensoleillé, mais on ne s'expose pas assez. C'est ça. Oui, surtout nous les femmes. Oui. Merci. J'ai deux courtes questions au professeur Amalou. La première, c'est comment faire la différence entre démence sénile et maladie d'Alzheimer. Très bien. Deuxièmement, en quoi un diagnostic précoce peut-il avoir un impact sur l'évolution de la maladie d'Alzheimer? Comment on établit un diagnostic précoce? Comment un diagnostic précoce peut-il avoir un impact sur l'évolution de la maladie d'Alzheimer? Bien sûr, c'est important. Je vais vous dire pourquoi. Alors la première question, c'est une question très pertinente. Merci de l'avoir posée parce que souvent c'est le diagnostic différentiel. Alors maladie d'Alzheimer, elle débute juste après 65 ans. Et vous avez un peu tous les symptômes. Vous pouvez avoir des troubles de la mémoire, la désorientation temporospatiale. Vous allez avoir dans l'évolution les fonctions cognitives qui peuvent être altérées, chose qu'on ne voit pas dans les démences séniles qui surviennent à un âge tardif, parce que nous avons constaté que quand on faisait des troubles cognitifs à un âge avancé, on faisait des démences gentilles et c'était les démences séniles. Quand on fait une démence à 80 ans, croyez-moi que c'est une démence sénile, ça ne peut pas être autre chose. À 65 ans, 70 ans, là, vous avez beaucoup d'éléments en faveur de la maladie d'Alzheimer. C'est-à-dire, le jugement est altéré. Par contre, à 80 ans, quand on fait une démence sénile, elle se limite uniquement à l'atrophie hippocampique, uniquement aux troubles de la mémoire. Il n'y a pas l'atteinte des fonctions cognitives et exécutives. Voilà la différence. L'idéal, pourquoi dépister l'impact important, pourquoi dépister précocement, c'est pour effectivement retarder cette perte d'autonomie. Parce que quand on établit un diagnostic et le patient est totalement dépendant d'une tierce personne, ça ne sert absolument à rien. Alors que quand c'est des patients qui font des troubles cognitifs et que nous scorons ce déficit cognitif, parce que tout trouble cognitif ne veut pas dire déficit cognitif. Ça veut dire quoi? Trouble cognitif, je peux venir vous voir et vous dire j'ai des troubles de la mémoire qui sont gênants, qui se répètent, je répète les choses. Mais quand je fais une batterie de tests, je fais une imagerie, je ne trouve pas d'atrophie hippocampique, je fais les tests neuropsy, ils ne sont pas altérés. Donc pour moi, il n'y a pas de déficit. Il y a une plainte mnésique, mais il n'y a pas de déficit mnésique. Mais il y a une plainte mnésique et j'ai tous ces facteurs de risque vasculaire réunis. Ce sont des patients à haut risque de conversion vers une maladie d'Alzheimer. Ces patients, vous savez très bien qu'il n'y a pas de traitement. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lutter précocement contre les facteurs de risque pour éviter l'évolution vers les troubles cognitifs et proposer les moyens non médicamenteux, c'est-à-dire l'exercice physique, les oméga 3, les antioxydants, éviter le stress, manger équilibré et tout ça. Donc, ce sont des moyens qui peuvent prévenir la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est l'intérêt du dépistage précoce. Voilà. Si vous permettez une question à professeur Oudrer, s'il vous plaît, est-ce que le nouveau vaccin combiné qu'on vient de commencer sur le nouveau calendrier vaccinal expose à un risque élevé de développer la CEP ultérieurement? Merci. Alors, vaccin combiné. Généralement, avant, c'est-à-dire il y a longtemps, il a été incriminé que les vaccins peuvent déclencher
la maladie, donc bien sûr la sclérose en plaques. Mais après, il y a plusieurs études qui ont été réalisées. Donc cette hypothèse n'existe pas. Donc on peut se vacciner correctement, tout simplement, bien sûr, si vraiment, actuellement, bien sûr, par exemple, la période des Covid, il y a des patients qui étaient sous, par exemple, il y a certains qui étaient sous traitement de première ligne, il y en a d'autres qui étaient sous traitement de haute efficacité. Donc ces malades qui étaient sous traitement de haute efficacité, ils avaient une déplétion très importante des lymphocytes. Et là, il y avait, lorsqu'ils ont fait le Covid, ils ont, bien sûr, il y avait une atteinte sévère par le Covid, et jusqu'au décès. Par contre, pour les traitements de moyenne efficacité, non. Donc, les vaccins, actuellement, on peut les indiquer, il n'y a aucun problème. Donc, cette liaison ou cette peur qui fait, c'est-à-dire pour que le malade ou le jeune, s'il va se faire vacciner, il va développer la maladie, n'existe pas. Et s'il y a une indication pour vacciner, il faut vacciner les patients. C'est pour la maladie d'Alzheimer. Juste pour rappeler, professeur Amalo, je pense qu'elle est mieux placée pour vous parler de ça. Un patient Alzheimer, il vaut mieux le laisser dans son milieu. Voilà. Oui, bien sûr, parce que vous savez très bien, la désorientation temporospatiale, il a ses repères. Donc il ne faut pas le faire sortir de son entourage. Et souvent, c'est pour ça que je vous dis c'est une prise en charge lourde. Pourquoi? Parce que souvent, les enfants laissent leur famille, ils se relayent au niveau... c'est très dur. C'est d'où l'intérêt d'un dépistage précoce pour éviter cette perte d'autonomie et pour que le patient soit dépendant d'une tierce personne. C'est ça, pour éviter tout ça. Dans le même sens, oui. Nos anciens grands-pères aïeuls vivaient tous ensemble, par exemple. C'est ce qui évitait là. Et là, on n'avait pas. Est-ce qu'on n'avait pas de maladie d'Alzheimer ou de troubles mis Je à vais part, vous dire. ou là, est-ce qu'ils n'étaient pas diagnostiqués? Non, non. Non, parce que bon. L'espérance de vie à cette époque, elle était de 55 ans, 60 ans. Non, non, ça, je peux répondre à sa question. Excuse-moi. Ben, je vais vous dire, c'est quelque chose de très important. Le qa'da, c'était des patios où tout le monde se réunissait. Croyez-moi que les gens ne faisaient pas de maladie d'Alzheimer. Les femmes se réunissaient pour aller prendre le café tout ensemble. Il y avait des échanges, elles discutaient entre elles, alors qu'avec les nouvelles générations, on a tendance à s'isoler, on ne voit plus la famille comme avant, on est pris par nos occupations, on est stressé, on ne mange pas bio, alors qu'avant nos grands-mères, elles allaient recueillir les olives de l'olivier, elles avaient un potager où il y avait des légumes frais. Tout ça, c'est des éléments qui étaient pour éviter la maladie d'Alzheimer. Il y avait le bien-être. On vivait, la qualité de vie était différente. Et c'est terrible, c'est une psychothérapie de groupe, finalement, et qui a beaucoup aidé nos grands-mères. Et puis même quand on faisait des démences, on ne faisait pas de maladie d'Alzheimer, mais des démences séniles. À 90 ans, 80 ans, je vous dis, l'évolution est très gentille. Parce que pourquoi? Plus on fait tardivement les troubles mnésiques, plus l'évolution est lente et elle est bénigne. Plus on fait précocement, voilà, d'ailleurs. Et quand on fait précocement les troubles cognitifs, l'évolution est beaucoup plus sévère. Vous voyez, donc, non, la vie d'avant était, pour moi, meilleure que la vie actuelle. Il est bientôt 20h, pile. C'est le journal de 8h. Mais pour finir, moi je me rappelle, chacun fait le test, moi je me rappelle ballon, éléphant et mimosa. Il n'y a pas d'éléphant. Il a confondu entre les 3 mots et les 5 mots. C'est ce que je leur disais tout à l'heure. Je lui ai dit, une fois entré à la maison, on est tous invités à faire le test du bois pour avoir une idée sur son état. Ça prouve que la séance était très importante. Il y a tout le monde qui est là et bravo pour tout le monde. Ne quittez pas, s'il vous plaît, Beaucoup. on n'a pas encore fini. On leur donne des présents pour les J'ai professeurs. rien dit. Hein, Attendez une minute. Il reste juste le trophée ou les... J'ai rien dit.
Alors, je vous offre ce petit cadeau. Merci. En guise de remerciement. Et on vous invite à la prochaine session, Inch'Allah. L'âme, si Dieu nous prête vie. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. On appelle Dr Gassem. سفيان عندك البروجرام تاع غدوه واش مساعد؟ غدوه البروجرام واش مساعد؟ Demain, le programme, c'est à 8h30 الجماعة. 8h30 on commence. Parce que ليش؟ عندنا صلاة الجمعة في لوس pour permettre à certains بيروحوا يصلوا الجمعة. هذه وحدة دكتور رجح غدوة 8h باه نبداو نقلعوا مليح. 8h30. Secondo, deuxième remarque, les gens qui sont résidents dans les hôtels, chacun dîne dans son hôtel. Tout le monde. Celui qui est aux Orangers, il dîne aux Orangers. Celui qui est à la vallée, fait la vallée. Chacun dans son hôtel. Et ceux que ما عندهمش là où ils dînent chez moi. C'est comme ça. Sauf toi. لا مانيش عليك انا على بالي انا مرحبا بك. Ah oui, c'est un honneur pour moi. Vous nous avez honorés et vous avez un peu nos lanternes. C'est la fameuse question, ce que les gens qui la posent, c'est toujours le vaccin anti-hépatite B. Non, ça a été... Ma question, vous lui posez, vu qu'il y a eu quand même une... Sur la femme enceinte. Oui. La femme enceinte, oui. Maintenant, c'est un monde la grossesse. Ah oui, ah oui. Barakallahu fik. Alors, on va prendre une photo ensemble, non? D'accord, d'accord. قلنا للبروفيسور قلنا نقول لك وين سيدي محي الدين قدام مصالح حشر بكري فاش كان لا قلنا هو اللي كاين يديروا ندم يا خويا وجبته ديك تاع مش عارف 80 ولا شيء هذيك كما كانت الدكتور مقراني حصيح شفتها هذه الاولى هذه ماراثون جعفر خلاص كملنا نكوبي خلاص نكوبي